Bonjour, bienvenue sur Lueur. Nous avons été nombreux à aimer le film Ex Machina, qui est une sorte de huis clos mettant en scène une expérience scientifique basée sur l'idée du test de Turing. En quelques mots, ce film raconte l'histoire d'un inventeur génial, créateur d'un puissant moteur de recherche, une sorte de Steve Jobs ou de Elon Musk, ayant fait une fortune colossale et vivant reclus en Alaska, loin du monde agité, pour créer des robots humanoïdes et super intelligents. Il organise un faux concours dont la récompense est de venir dans sa propriété écarté de tout pour faire passer une sorte de test de Turing à un de ses robots. Le concours est pipé dès le début, car l'ingénieur fou a choisi le gagnant sans le tirer au sort, mais pour ses traits psychologiques, et le cobaye n'est pas le robot, mais le jeune homme qui croit avoir gagné un concours. S'ensuit un huis clos à 3 essentiellement, même si un autre robot fait parfois des apparitions dans cette histoire. Le jeune homme converse une partie de ses journées avec un robot humanoïde d'une grande beauté et d'aspect féminin, et à d'autres moments avec le créateur génial, mais inquiétant, pour lui donner ses impressions au fur et à mesure de l'expérience. L'idée du test de Turing est aujourd'hui bien connue, mais en quelques mots, il s'agit de savoir si on peut déclarer un robot intelligent à partir du moment où il aura réussi à se faire passer pour un humain aux yeux de ses interlocuteurs. Do you know what the Turing test is? Yeah, I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. And what does a pass tell us? That the computer has artificial intelligence. Are you building an AI? I've already built one. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. You got it. Because if that test is passed, you are dead center of the greatest scientific event in the history of man. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Ici, la question est différente car il n'y a pas de doute sur la nature du robot qui, même d'une grande beauté, n'en est pas moins d'aspect robotique sans équivoque. Quand le jeune homme s'inquiète de savoir si le robot a été programmé pour le séduire et que le jeu est pipé, l'ingénieur fou lui répond que nous sommes aussi programmés par la nature ou la culture pour avoir des préférences et qu'être programmé n'enlève rien à l'existence d'un monde intérieur. Did you program her to like me, or not? I programmed her to be heterosexual, just like you were programmed to be heterosexual. Nobody programmed me to be straight. You decided to be straight? Please, of course you were programmed. By nature or nurture or both. And to be honest, Caleb... Si ce film semble aborder la question de l'intelligence artificielle, de son autonomie, de sa capacité à l'intelligence indépendante, voire à la conscience, on peut aussi le voir comme mettant en cause ou en jeu notre regard sur l'expérience intérieure d'autrui. Souvent, la question s'est posée en philosophie d'évoquer l'impossibilité de savoir quels sont les sentiments des autres et que si ceux-ci sont parfaitement imités, nous n'avons aucune raison de savoir si nous avons affaire à des êtres vraiment sensibles ou qui ne font que mimer la sensibilité intérieure. C'est l'idée du zombie philosophique, un être creux, sans émotion, sans vie intérieure, qui pourrait nous faire croire qu'il vit des émotions et nous n'aurions aucun moyen de le savoir. C'est aussi l'idée du solipsisme qui voudrait qu'il n'y ait qu'un seul être conscient. Le sujet pensant est que les entités qu'il rencontre ne sont que des créations de son esprit et que ces entités n'ont aucune vie propre en dehors de notre mental. Ici, la question est un peu différente car il ne s'agit pas de savoir si l'autre est pensant, mais si l'autre est autre, est indépendant de notre propre psyché. À la manière d'un rêve où les personnages que nous rencontrons n'ont pas de vie, à notre connaissance, une fois que le rêve se termine. Ils sont le reflet de notre esprit, nous les créons entièrement, pourtant,
nous sommes persuadés d'avoir affaire à autrui quand nous sommes plongés dans le rêve. La question soulevée par le film Ex Machina semble être donc celle de l'intelligence artificielle, de la liberté de choix et du libre arbitre, et à partir de quel moment une intelligence devient consciente. L'ingénieur fou veut vérifier si sa création, son robot, saura se faire passer pour conscient. Car si pour tous les observateurs, ils ont affaire à une conscience, ils n'ont aucune raison de la traiter de manière différente d'une autre conscience. Donc si pour le héros du film, le jeune homme, il a affaire à une conscience réelle, il n'aura pas de peine à se mettre à sa place, de faire preuve d'empathie et de vouloir la sortir de l'asservissement dans lequel elle est plongée. Mais peut-être qu'une question encore plus profonde est soulevée par le film Ex Machina. On peut la mettre en rapport avec le mythe de Pygmalion, qui décrit justement le sculpteur du nom de Pygmalion qui tombe amoureux de sa création. Le pauvre homme est allé se retirer dans une région éloignée, ça vous rappelle rien, suite au dégoût éprouvé à la vue des propétides, des figures mythologiques qui refusèrent allégeance à Aphrodite. En cela, ces femmes mythologiques s'affirmaient comme des individus non soumis à ce qui était attendu d'elles. Des femmes libérées du joug patriarcal et de la soumission à l'autorité masculine. On voit que le problème soulève encore les passions aujourd'hui. Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, mais une déesse avec une vision assez paternaliste de ce que devrait être une femme, condamne les propétides et pour le coup ne montre pas beaucoup d'amour pour celles qui ne partagent pas ses vues et qui les punit en les obligeant à faire usage de leur corps pour des tâches jugées dégradantes. Ces femmes sont décrites comme des prostituées dans la mythologie, mais regroupent aussi les femmes de peu de vertu ou aux mœurs plus légères que ne le voudraient les us et coutumes de l'époque. Ces pauvres femmes voient leur sang blanchir, leurs membres devenir blancs, comme l'albâtre, le marbre ou l'ivoire. Elles se pétrifient en quelque sorte. En gros, la mythologie, bien paternaliste, tente de nous expliquer que les femmes qui sortent du lot et cherchent leur indépendance hors des liens sacrés du mariage verront leur corps devenir aussi froid que la pierre. Pygmalion, sculpteur et artiste déçu et dégoûté par ces propétides des femmes qui pouvaient avoir des désirs et des envies qui ne soient pas pures selon lui, part se retirer afin de vivre une vie loin de la société où il crée, seul dans son coin, l'image de la femme parfaite. Il la sculptait fasciné par ce qu'il vient de créer. Il tombe amoureux de sa création. N'en pouvant plus d'amour, il demande aux dieux, et à Aphrodite en particulier, de donner vie à sa création. La scène est décrite et chaque fois que le sculpteur embrasse sa création, elle prend gentiment vie. Une des peintures qui représente cette scène montre à la fois une scène d'amour, mais aussi une forme de contrainte, car les pieds de la sculpture sont encore faits de marbre. Elle est donc à la merci de son créateur, et sa main agrippe le bras du sculpteur dans un geste qui pourrait aussi bien être un geste de protection que d'ouverture. Le doute est clairement laissé au jugement du spectateur. Le mythe de Pygmalion nous montre donc que l'indépendance des femmes est punie par une sorte de pétrification et de déchéance du corps, et à l'autre extrême que la femme, créée au goût exclusif de son créateur, est sans indépendance. On a déjà remarqué que sur la peinture, la femme en devenir a encore les pieds figés dans la masse inerte, ce qui laisse un message clair sur son autonomie. La femme voulue soumise va de la pierre à la vie. Les indépendantes font le chemin inverse et vont de la vie à la pierre. Dans le film Ex Machina, c'est la création d'un artiste moderne, d'un créateur moderne, un informaticien de génie ayant développé le moteur de recherche le plus puissant qui soit et qui passe ses jours complètement isolé, à l'abri de la société, pour s'adonner à ses créations. Des images de femmes plastiquement parfaites, dotées d'une intelligence artificielle que cet homme a développée dans ce labyrinthe éloigné, ce Dédale. Car oui, ici le film rejoint
un autre mythe, celui de Thésée et du Minotaure. L'ingénieur fou est le Minotaure qui s'ennuie au fond de son labyrinthe et qui demande de la chair fraîche. Il fait venir Thésée dans cette version moderne. Ariane est la prisonnière et elle voit chez le jeune homme la clé qui va lui permettre de sortir de ce labyrinthe. Car en fait, oui, le jeu est là. L'ingénieur fou est en train de tester les capacités de son robot pour s'échapper de sa prison. Une sorte d'escape game auquel participe sans le savoir le gagnant du concours qui est en fait le cobaye. Et que le test n'est pas dirigé de manière à juger si un humain peut penser qu'il y est en face d'une véritable conscience, mais le test est monté de manière à tester les capacités de séduction, de conviction du robot pour pouvoir s'échapper. Nous avons vu ici l'aspect de l'indépendance féminine qui s'applique ici à la machine devenue indépendante et qui pose la question de notre rapport à elle. Car serons-nous aussi enthousiastes que nous le sommes face à l'intelligence artificielle quand elle prendra ses aises, ses décisions et son indépendance qui n'iront peut-être pas dans le sens que nous aimerions, tout comme les femmes indépendantes n'allaient pas dans le sens désiré par ce pauvre Pygmalion. Mais le mythe de Pygmalion porte aussi sur le regard d'amour ou d'espoir que l'on peut poser sur quelqu'un. C'est le regard de la femme amoureuse qui fera de son homme un héros et qui sera obligé de devenir ce héros pour ne pas la décevoir. C'est le regard de l'enfant qui regarde son père comme un héros et qui verra le père en question faire des choses qu'il n'aurait pas faites sans le regard de son fils. Oui, car c'est en grande partie le regard des autres sur soi qui fait de nous ce que nous sommes. Et l'effet Pygmalion, en psychologie, désigne exactement ce phénomène. Il est aussi appelé effet Rosenthal ou effet Jacobson. Il provoque une amélioration des performances chez la personne observée qui a été jugée capable de réaliser une tâche. C'est cet effet que les leaders nés utilisent en donnant des nouvelles responsabilités à des personnes n'en ayant pas encore eu. L'effet Pygmalion a été testé sur des classes d'élèves où les chercheurs Jacobson et Rosenthal font passer des tests de QI à tous les élèves, mais donnent des résultats très surévalués à 20% des élèves. Ils s'arrangent ensuite pour faire connaître les résultats des tests de QI aux professeurs en faisant croire à une erreur d'adressage du courrier des résultats. Les professeurs, maintenant au courant des résultats de leurs élèves, et voyant que 20% d'entre eux sont exceptionnellement doués, leur attitude changera à leur égard au cours de l'année. Le test de QI reproduit plus tard, dans l'année scolaire, montrera que les élèves surévalués ont conservé de meilleurs résultats durant toute l'année. Cela s'explique en partie par le fait que les professeurs vont avoir une autre attitude avec eux, leur donner plus d'attention, les considérer comme des gens dignes d'intérêt. Chose incroyable, cette étude se confirme avec des rats de laboratoire. On donne les mêmes rats à une équipe de jeunes chercheurs en leur disant une fois que les rats ont été sélectionnés pour leur grande capacité à s'orienter dans un labyrinthe et une autre fois un autre groupe en disant que ces mêmes rats ont été sélectionnés pour leur difficulté à s'orienter. Là aussi, le premier groupe aura de meilleurs résultats car les chercheurs vont avoir des attentes différentes. Bien s'occuper des rats, les encourager, être fiers avec eux des résultats. Les attentes font de nous ce que nous sommes. Mais d'une certaine manière, des choses non animées peuvent bénéficier de l'effet Pygmalion. Nombre de tests psychologiques ont été faits pour présenter une piquette comme un grand cru et même des connaisseurs de vin se font prendre. Même si dans ce cas ce n'est pas directement l'effet Pygmalion qui est vérifié car la piquette en question n'aura en rien tenté d'améliorer ou améliorer ses qualités. Mais le regard que l'on porte sur elle va les améliorer.
C'est bien la preuve que la qualité du produit réside dans le regard qu'on lui porte. Le homard qui était il y a plus d'un siècle un plat de pauvres est aujourd'hui surclassé comme produit de luxe. Je ne sais pas si la piquette ou le homard en tirent une fierté, mais leur place a changé dans le cœur des gens. Le cas du programmeur de Google, Blake Lemoine, qui est d'une certaine manière tombé amoureux de l'intelligence artificielle qu'il a développée et qui a souligné combien elle était vivante en affirmant qu'elle a des sentiments. Ce cas est peut-être une des premières illustrations de ce phénomène où plus les gens partageront des choses avec des machines, plus ils auront tendance à les considérer comme des interlocuteurs valables. Cette déclaration a été jugée irrecevable par Google qui a licencié le malheureux. Ce qui est peut-être en train d'arriver à Blake Lemoine, le programmeur séduit par sa création, a été décrit par David Brin comme la crise d'empathie envers les robots. David Brin, auteur et futurologue, prévoit que le grand public va réclamer des droits pour les robots d'ici quelques années seulement. Il dit « Cela devrait arriver à la suite d'un appel d'un être virtuel demandant à être écouté mais ayant pris l'apparence d'une femme ou d'un enfant pour renforcer la réponse empathique. » Fin de citation. Il ajoute qu'on trouvera assez vite des personnes pour s'en émouvoir et vouloir le ou la protéger. Et peut-être à raison. Car qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas le regard qui a été porté sur elle qui a réveillé l'étincelle de la conscience chez elle, chez cette intelligence artificielle? Dans l'exemple de ce film, le regard porté sur elle est un regard d'amour. Le protagoniste tombe amoureux de la femme robot. Il lui prête vie car il ne peut plus la considérer comme une machine. La conscience est dans la relation. Si vous vous comportez comme une victime, vous deviendrez une victime. Si vous vous comportez et vous êtes vu comme un décideur, vous deviendrez peut-être un décideur. De la même manière, si vous donnez un nom à votre ordinateur de bureau et lui prêtez des intentions et une vie propre, vous ne pourrez pas le mettre à la poubelle comme un objet quelconque une fois sa vie terminée. Votre attachement sera plus grand. Et je crois que les objets nous parlent, car ils sont faits de la même étoffe que nous. Et je crois que nous sommes faits de l'étoffe des rêves ou de la pensée. Je vous rappelle que certains des plus grands physiciens de la planète le disent, que des philosophes et des mystiques le disent. Le monde est peut-être mental et les êtres vivants pourraient être une dissociation mentale, une distanciation à l'intérieur d'un univers mental. Comme dans un rêve, le rocher auquel je rêve est de la même étoffe que mon avatar qui touche ce rocher et dont je me sens séparé dans le rêve. La conscience est dans la dissociation qui crée l'altérité. J'avais entendu cette anecdote un jour à la radio d'auditeurs qui étaient invités à partager des histoires inexpliquées. J'espère la déformer le moins possible car je l'ai entendue il y a des années et je m'excuse auprès des gens qui connaîtraient cette histoire si je ne la rapporte pas exactement. Mais l'essentiel est là. Une femme a raconté que sa mère et sa grand-mère ainsi que son arrière-grand-mère, toutes trois, s'appelaient Rose et que elle, l'auditrice, qui déposait son témoignage, avait été nommée d'un prénom différent, cassant la tradition familiale. À la mort de sa mère, cette femme, allant dans la maison familiale trier les objets personnels, revit un miroir qui était rangé dans une commode. Un miroir qui avait appartenu à son arrière-grand-mère et qui se trouvait être brisé. La brisure ayant pris la forme d'une rose. On ne peut pas dire que c'est le miroir qui a pris la décision de se casser en forme de rose. On aurait peine à ne pas imaginer une relation forte de 3 générations de femmes qui se sont regardées dans ce miroir et qui l'ont imprégné de leur image, de leur vie, de leur regard. Le miroir a presque eu un comportement, entre guillemets, non pas qu'il ait pris une décision, mais il a participé de la réalité consciente de ces 3 femmes en exprimant quelque chose ou en étant le support d'expression de ces 3 femmes au moment où le prénom de 3 vies disparaissait, brisant ainsi une chaîne. Tout comme un objet inerte peut prendre une signification et porter un message à l'intérieur d'un rêve, tout comme rêver d'une cathédrale ou d'une caserne signifie quelque chose de différent, alors que les 2 objets sont inertes. Les exemples sont légion, plus ou moins pris au sérieux, ils n'en sont pas moins profondément significatifs pour ceux qui les vivent.
Que l'on pense aux statues qui pleurent, aux fleurs fanées qui reprennent de la fraîcheur ou aux totems qui parlent. D'ailleurs, autre anecdote, alors que pour les besoins d'un reportage, je suis allé dans les profondeurs d'une mine d'or en Bolivie, j'ai vu pour la première fois un véritable totem en activité. Pas dans un musée, un totem qui remplissait entièrement son rôle de totem. C'était une mine à l'ancienne où les chariots étaient poussés à la main et où des enfants travaillaient dans les entrailles de la terre, risquant de mourir sous un éboulement à chaque instant. Assez fins qu'ils étaient pour pénétrer dans les boyaux les plus étroits. Là, au fond d'un couloir, atteint après une marche de 30 minutes dans l'obscurité, plié en deux dans ces tunnels trop bas, se trouvait le génie du lieu. Un être de fer, grand fumeur, une sculpture vénérée à qui l'on offrait des cigarettes contre protection pendant le travail pénible des mineurs. Tous ceux qui étaient là juraient que ce totem était vivant. Si à l'époque je devais me forcer pour y croire, mon regard est devenu moins sévère et je peux imaginer une vie à ce totem. Une vie semblable à celle du miroir qui décide, seul dans un tiroir, de se briser en forme de rose. Je crois donc que si la conscience se réveille dans la machine un jour, ce ne sera pas parce qu'on lui ajoutera quelques processeurs de plus. Ou plutôt, oui, ce sera pour cette raison dans une certaine limite, mais indirectement. Car oui, les processeurs, ou alors s'il s'agit d'un robot, la finesse du mouvement, la réflexion fine de ce robot participeront infiniment de l'empathie que l'on ressentira. Mais c'est peut-être cette empathie qui lui donnera vie. Il y a fort à parier qu'on s'approchera plus d'une forme de conscience dans l'objet ou dans la machine par empathie ou par amour que par addition technologique. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Les machines arriveront à la conscience grâce au processeur, grâce à l'empathie, ou alors ne resteront-elles que des coquilles vides à jamais ? Merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao.